Mon bon neveu, te voilà bien en peine. »« C'était un vrai père pour toi ?» dit-elle à voix basse. « Et pour vous aussi, ma bonne tante. C'est là un coup navrant, » répondit-il de même. « Vous comptez à peu près le même nombre d'ans que Charles, l'âge où l'on meurt. » Dans le fond de la salle, on entrait, on sortait. Isabelle s'aperçut soudain que l'évêque Stapledon avait disparu, ou plus exactement, qu'il était en train de disparaître, car elle le vit qui franchissait la porte, de ce mouvement onctueux, glissant et assuré qu'ont les ecclésiastiques pour traverser les foules. Et le chanoine d'Hirson, le chancelier de Mao, filait dans son sillage. La géante suivait du regard cette sortie elle aussi, et les deux femmes se surprirent dans leur commune observation. Isabelle aussitôt se posa d'inquiètes questions. Que pouvait avoir à se dire Stapledon, l'envoyé de ses ennemis, et le chancelier de la comtesse? Et comment se connaissaient-ils, alors que Stapleton était arrivé de la veille? Les espions d'Angleterre avaient travaillé du côté de Mao. Ce n'était que trop évident. « Elle a toute raison de vouloir se venger et me nuire, » pensait Isabelle. « J'ai dénoncé autrefois ses filles. Ah, comme je voudrais que Roger fût là! Que n'ai-je insisté pour qu'il vienne ?» Les deux ecclésiastiques, en vérité, n'avaient guère eu de peine à se joindre. Le chanoine d'Hirson s'était fait désigner l'envoyé d'Édouard. « Reverendissimus sanctissimusque exteris episcopus » lui avait-il demandé. « Ego canonicus et comitice artesiensis cancellarius sum. » Ils avaient mission de s'aboucher à la première occasion. Cette occasion venait de se présenter. À présent, assis côte à côte dans une embrasure de fenêtre au retrait de l'antichambre, et leur chapelet en main, ils conversaient en latin, comme s'ils se fussent envoyés les répons des prières pour les agonisants. Le chanoine d'Hirson possédait la copie d'une très intéressante lettre d'un certain évêque anglais qui signait « O », adressée à la reine Isabelle, lettre qui avait été dérobée à un commerçant italien pendant son sommeil dans une auberge d'Artois. Cet évêque O conseillait à la destinataire de ne point revenir pour l'heure, mais de se faire le plus de partisans qu'elle pourrait en France, de réunir 1000 chevaliers et de débarquer avec eux pour chasser les Despenser et le mauvais évêque Stapledon. Thierry d'Hirson avait sur lui cette copie. Monseigneur Stapledon souhaitait-il en prendre connaissance? Un papier passa du camail du chanoine aux mains de l'évêque, qui y jeta les yeux et y reconnut le style habile, précis d'Adam Harleton. Si Lord Mortimer, ajoutait celui-ci, prenait le commandement de l'expédition, toute la noblesse anglaise se rallierait en quelques jours. L'évêque Stapledon se rongeait le coin du pouce. « Il est barreau de mortuo mari concubinus Isabellae, regine aperte est », précisa Thierry d'Hirson. L'évêque d'Exeter en voulait-il des preuves? Hirson lui en fournirait quand il voudrait. Et il suffisait d'interroger les serviteurs, de faire surveiller les entrées et sorties du palais de la cité, demander simplement leur avis aux familiers de la cour. Stapledon enfouit la copie de la lettre dans sa robe, sous sa croix pectorale. Monseigneur de Valois, pendant ce temps, avait nommé les exécuteurs de son testament. Son grand sceau, fait d'un semis de fleurs de lys entouré de l'inscription « Caroli regis Franciae filii, comitis valesi et andegaviae », s'était imprimé dans la cire coulée sur les lacets qui pendaient au bas du document. L'assistance commençait à évacuer la chambre. « Monseigneur, puis-je présenter à votre haute et sainte personne ma nièce Béatrice, demoiselle de parage de la comtesse ?» dit Thierry d'Hirson à Stapledon, en désignant la belle fille brune au regard coulant et aux hanches ondoyantes qui s'approchait d'eux. Béatrice d'Hirson baisa l'anneau de l'évêque, puis son oncle lui dit quelques mots à voix basse. Elle rejoignit alors la comtesse Mao et lui murmura « C'est chose faite, madame ». Et Mao, qui se tenait toujours à proximité d'Isabelle, avança sa grande main pour caresser le front du jeune prince Édouard. Puis chacun repartit pour Paris. Robert d'Artois et le chancelier, puisqu'ils avaient à veiller aux tâches du gouvernement, Ptolémée parce que ses affaires l'appelaient, Mao parce que sa vengeance mise en route, elle n'avait plus rien à faire là, Isabelle parce qu'elle désirait au plus tôt parler à Mortimer, les reines veuves parce qu'on n'eût pas su où les loger. Même Philippe de Valois eut à regagner Paris pour l'administration de ce gros comté dont il était déjà le tenant de fait. Il ne resta auprès du moribond que sa troisième épouse, sa fille aînée, la comtesse de Hainaut, ses plus jeunes enfants et ses proches serviteurs. Guère plus de monde qu'autour d'un petit chevalier de province, alors que son nom et ses actes avaient tant agité le monde depuis les bords de l'océan jusqu'aux rives du Bosphore.
Et le lendemain, monseigneur Charles de Valois respirait toujours, et le surlendemain encore. Le connétable gaucher avait vu juste. La vie continuait à se battre dans ce corps foudroyé. Toute la cour, pendant ces jours-là, se transporta à Vincennes pour l'hommage que le jeune prince Édouard, duc d'Aquitaine, rendit à son oncle Charles le Bel. Puis, à Paris, une pièce d'échafaudage chut tout près de la tête de l'évêque Stapledon. Une passerelle, le lendemain, se rompit sous les fers de la mule du clerc qui le suivait. Un matin qu'il s'éloignait de son logis à l'heure de la première messe, Stapledon se trouva nez à nez dans une rue étroite avec Gérard de Holspey, l'ancien lieutenant de la Tour de Londres, et le barbier Ogle. Les deux hommes paraissaient se promener, insouciants. Mais sortons de chez soi à pareille heure, simplement pour entendre chanter les oiseaux. Dans une encoignure se tenait aussi un petit groupe d'hommes silencieux parmi lesquels Stapledon crut reconnaître le visage chevalin du baron Maltravers. Un convoi de maraîchers qui encombra la chaussée permit à l'évêque anglais de regagner précipitamment sa porte. Le soir même, sans avoir fait aucun adieu, il prenait la route de Boulogne pour aller secrètement s'embarquer. Il emportait, outre la copie de la lettre d'Orleton, de nombreuses preuves rassemblées pour convaincre de complot et de trahison la reine Isabelle, Mortimer, le comte de Kent et tous les seigneurs qui les entouraient. Dans un manoir d'Île-de-France, à 1 lieue de Rambouillet, Charles de Valois, abandonné de presque tout et reclus dans son corps comme déjà dans un tombeau, existait toujours. Celui qu'on avait appelé le second roi de France n'était plus attentif qu'à l'air qui pénétrait ses poumons d'un rythme irrégulier, avec par instants d'angoissantes pauses. Et il continuerait de respirer cet air, dont toute créature se nourrit, de longues semaines encore jusqu'en décembre. Troisième partie, le roi volé. Les époux ennemis. Depuis 8 mois, la reine Isabelle vivait en France. Elle y avait appris la liberté et rencontré l'amour. Et elle avait oublié son époux, le roi Édouard. Celui-ci n'existait plus en ses pensées que d'une façon abstraite, comme un mauvais héritage laissé par une ancienne Isabelle qui eût cessé d'être. Il avait basculé dans les zones mortes du souvenir. Elle ne se rappelait même plus, lorsqu'elle voulait s'y forcer pour raviver ses ressentiments, l'odeur du corps de son mari, ni la couleur exacte de ses yeux. Elle ne retrouvait que l'image vague et brouillée d'un menton trop long, sous une barbe blonde, et l'onduleux, le désagréable mouvement du dos. Si la mémoire fuyait, la haine en revanche restait tenace. Le retour précipité de l'évêque Stapledon à Londres justifia toutes les craintes d'Édouard et lui montra l'urgence qu'il y avait à faire revenir sa femme. Encore fallait-il agir avec habileté, et, comme disait Hugh le Vieux, endormir la louve si l'on voulait qu'elle regagnât le repère. Aussi les lettres d'Édouard pendant quelques semaines furent celles d'un époux aimant qu'affligeait l'absence de sa compagne. Les Despenser eux-mêmes participaient à ce mensonge en adressant à la reine des protestations de dévouement et en se joignant aux supplications du roi pour qu'elle leur accordât la joie de son prompt retour. Édouard avait également chargé l'évêque de Winchester d'user de son influence auprès de la reine. Mais le 1er décembre, tout changea. Édouard, ce jour-là, fut saisi d'une de ces colères soudaines et démentes, une de ces rages si peu royales qui lui donnaient l'illusion de l'autorité. L'évêque de Winchester venait de lui transmettre la réponse de la reine. Celle-ci répugnait à regagner l'Angleterre par la crainte que lui inspiraient les entreprises de Hugh le Jeune. Elle avait d'ailleurs fait part de cette crainte à son frère le roi de France. Il n'en fallut pas plus. Le courrier qu'Édouard dicta à Westminster, pendant 5 heures d'affilée, allait plonger les cours d'Europe dans la stupéfaction. Et d'abord il écrivit à Isabelle elle-même. Il n'était plus question à présent de doux cœur. « Dame, écrivait Édouard, souvent fois, nous vous avons mandé, aussi bien avant l'hommage qu'après,
que pour le grand désir que nous avons que vous fussiez auprès de nous et le grand mésèse de votre longue absence. Vous vinssiez par-devers nous en toute hâte et toute excusation cessante. Avant le mage, vous étiez excusés pour cause de l'avancement des besognes, mais depuis lors, vous nous avez mandé par l'honorable père évêque de Winchester que vous ne viendriez point, par peur et doute de Hugh le Despencer, ce dont nous sommes grandement étonnés. Car vous envers lui et lui envers vous, vous êtes toujours fait louange en ma présence, et nommément à votre départir, par promesses spéciales et autres preuves de confiante amitié, et encore par vos lettres particulières qu'il nous a montrées. Nous savons de vérité, et vous le savez également, dame, que le dit Hugh nous a toujours procuré tout l'honneur qu'il a pu. Et vous savez aussi que onque nulle vilainie ne vous fit depuis que vous êtes ma compagne, sinon et par aventure une seule fois, et par votre faute. Veuillez vous en souvenir. Trop nous déplairait à présent que le mage a été rendu à notre très cher frère le roi de France, et que nous sommes en si bonne voie d'amitié avec lui, que vous fussiez, vous que nous envoyâmes pour la paix, cause de quelque distance entre nous, et pour des raisons inexactes. C'est pourquoi nous vous mandons et chargeons et ordonnons que toute excusation cessante et fin prétexte, vous reveniez à nous en toute hâte. Quant à vos dépenses, quand vous serez venu comme femme doit faire à son seigneur, nous en ordonnerons de telle manière que vous n'ayez faute de rien et ne puissiez en rien être déshonorés. Aussi voulons et vous demandons que vous fassiez notre très cher fils Édouard venir par-devers nous, à plus de hâte qu'il pourra, car nous avons moult grands désirs de lui voir et parler. L'honorable père en Dieu Vautier, évêque d'Exeter, nous a fait entendre naguère que certains de nos ennemis et bannis, lorsqu'ils étaient devers vous, le guettèrent pour vouloir faire mal à son corps, s'ils en avaient eu le temps, et que pour échapper à de tels périls, il se hâta devers nous sur la foi et l'allégeance qu'il nous devait. Nous vous mandons ceci pour que vous entendiez que le dit évêque, lorsqu'il partit si soudainement de vous, ne le fit pour autre raison. Donné à Westminster, le 1er jour de décembre 1325, Édouard. Si la fureur éclatait dans le début de la missive, et le mensonge ensuite, le venin était bien savamment placé à la fin. Une autre lettre, celle-ci plus courte, était adressée au jeune duc d'Aquitaine. « Très cher fils, si jeune et de tendre âge que vous soyez, remembrez-vous bien ce dont nous vous chargeâmes, et que vous commandâmes à votre départir de nous, à Douvres, et ce que nous vous répondît alors, dont nous vous avons su moult bon gré, et ne dépassez ou ne contrevenez en nul point ce dont nous vous chargeâmes alors. Et puisqu'il en est ainsi, que votre mage est reçu, présentez-vous devers notre très cher frère le roi de France, votre oncle, et prenez congé de lui, et venez par-devers nous en la compagnie de notre très chère compagne la reine, votre mère, si elle vient tantôt. Et si elle ne vient pas, venez en toute hâte sans plus longtemps demeurer, car nous avons très grand désir de vous voir et parler. Et ce ne laissez de le faire en aucune manière, ni pour mère, ni pour autrui, notre bénédiction. » Les redites, ainsi qu'un certain désordre irrité des phrases, montraient bien que la rédaction n'avait pas été confiée au chancelier ni à quelque secrétaire, mais était l'œuvre du roi lui-même. On pouvait presque entendre la voix d'Édouard dictant ces messages. Charles IV le Bel n'était pas oublié. La lettre qu'Édouard lui adressait reprenait, et presque terme pour terme, tous les points de la lettre à la reine. Vous avez entendu par gens dignes de foi que notre compagne la reine d'Angleterre n'ose venir par-devers nous par peur de sa vie et doute qu'elle a de Hugh le Despencer. Certes, très aimé frère, il ne convient pas qu'elle se doute de lui ni de nul autre homme vivant en notre royaume, car par Dieu, il n'y a ni Hugh ni autre vivant en notre territoire qui mal lui voulût, et s'il nous venait de le sentir, nous le châtierions en manière que les autres en prendraient exemple, ce dont nous avons assez le pouvoir, Dieu merci. C'est pourquoi, très cher et très aimé frère, encore vous prions spécialement pour honneur de vous et de nous, et de notre dite compagne, que vous veuillez tout faire pour qu'elle vienne par-devers nous le plus en hâte qu'elle pourra, car nous sommes moult chagrinés d'être privés de la compagnie d'elle, chose que nous n'eussions en nulle manière faite sinon par la grande sûreté et confiance que nous avions en vous, et en votre bonne foi, qu'elle reviendrait à notre volonté. » Édouard exigeait également le retour de son fils, et dénonçait les tentatives d'assassinat imputables aux ennemis et bannis au-delà, dirigées contre l'évêque d'Exeter.
Certes, la colère de ce 1er décembre avait dû être forte, et les voûtes de Westminster en répercutaient longtemps les échos criards. Car pour le même motif et sur le même ton, Édouard avait écrit encore aux archevêques de Reims et de Rouen, à Jean de Marigny, évêque de Beauvais, aux évêques de Langres et de Laon, tous pères ecclésiastiques, aux ducs de Bourgogne et de Bretagne, ainsi qu'aux comtes de Valois et de Flandre, pères laïcs, à l'abbé de Saint-Denis, à Louis de Clermont-Bourbon, grand chambrier, à Robert d'Artois, à Mills de Noyer, président de la Chambre-Comte, au connétable Gaucher de Châtillon. Que Mao fût le seul père de France excepté de cette correspondance prouvait assez ses relations avec Édouard, et que celui-ci ne jugeait pas de besoin de l'avertir officiellement de l'affaire. Robert, en décachetant le pli qui lui était destiné, entra en grande joie et arriva tout s'esclaffant et se frappant les cuisses chez sa cousine d'Angleterre. La bonne histoire, et bien faite pour qu'il la savourât. Ainsi le roi Édouard envoyait chevaucheurs aux 4 coins du royaume pour instruire chacun de ses déboires conjugaux, défendre son ami de cœur et clamer son impuissance à faire rentrer son épouse au foyer. Infortuné pays d'Angleterre, en quelles mains d'étoupe le sceptre de Guillaume le Conquérant était-il tombé? Depuis les brouilles de Louis le Pieux et d'Aliénor d'Aquitaine, on n'avait rien ouï de meilleur. « Faites-le bien cornard, ma cousine !» criait Robert. « Et sans y mettre de gantelets, et que votre Édouard soit forcé de se courber en deux pour passer les portes de ses châteaux. N'est-ce pas, cousin Roger, que voilà tout ce qu'il mérite ?» Et il frappait gaillardement l'épaule de Mortimer. Édouard, dans son emportement, avait aussi décidé des mesures de rétorsion, confisquant les biens de son demi-frère le comte de Kent et ceux du lord de Cromwell, chef d'escorte d'Isabelle. Mais il avait fait plus. Il venait de sceller un acte par lequel il s'instituait gouverneur et administrateur des fiefs de son fils, duc d'Aquitaine, et réclamait en son nom les possessions perdues. Autant dire qu'il réduisait à néant et le traité négocié par sa femme et l'hommage rendu par son fils. « Libre à lui, dit Robert d'Artois. Nous allons donc lui reprendre une nouvelle fois son duché, du moins ce qu'il en reste. Les arbalètes de la croisade commencent à se rouiller. » Nul besoin pour se faire de lever l'ost, ni d'expédier le connétable dont l'âge durcissait les jointures. Les 2 maréchaux à la tête des troupes permanentes suffiraient bien à aller cogner un peu en Bordelais sur les seigneurs gascons qui avaient la faiblesse, la sottise, de demeurer fidèles au roi d'Angleterre. Cela devenait une habitude, et l'on trouvait chaque fois moins de monde en face de soi. La lettre d'Édouard II fut l'une des dernières que lut Charles de Valois, l'un des derniers échos qui lui parvinrent des affaires du monde. Monseigneur Charles mourut au milieu de ce mois de décembre. Ses obsèques furent pompeuses, comme l'avait été sa vie. Toute la maison de Valois, dont on s'aperçut mieux de la voir ainsi en cortège combien elle était nombreuse et importante, toute la famille de France, tous les dignitaires, la plupart des pairs, les reines veuves, le Parlement, la Chambre des comptes, le connétable, les docteurs de l'université, les corporations de Paris, les vassaux des fiefs d'apanage, les clergés des églises et abbayes inscrites sur le testament, conduisirent jusqu'à l'église des franciscains, pour qu'il y fût couché entre ses 2 premières épouses compagnes, le corps, rendu bien léger par la maladie et par l'embaumement, de l'homme le plus turbulent de son temps. Les entrailles, ainsi que Valois en avait disposé, furent transportées en l'abbaye de Chalice, et le cœur, enfermé dans une urne, remis à la 3e épouse pour attendre le moment où elle aurait elle-même une sépulture. Sur quoi le royaume subit une extrême froidure, comme si les eaux de ce prince, d'avoir été descendues, faisaient geler d'un coup la terre de France. Il serait aisé pour les gens de cette époque de se rappeler l'année de sa mort. Ils n'auraient qu'à dire « c'était au temps du grand gel ». La Seine était entièrement prise par les glaces. On traversait à pied ces petits affluents, tels le ruisseau de la Grange Batelière. Les puits étaient gelés, et l'on puisait aux citernes non plus avec des seaux, mais avec des haches. L'écorce des arbres craquait dans les jardins. Des ormes se fendirent jusqu'au cœur. Les portes de Paris connurent quelques grands dégâts, le froid ayant fait éclater même les pierres. Des oiseaux de toutes sortes, qu'on ne voyait jamais dans les villes, des geais, des pies, cherchaient leur nourriture sur le pavé des rues.
la tourbe de chauffage se vendit à prix double, et l'on ne trouvait plus fourrure dans les boutiques, ni une peau de marmotte, ni un ventre de menu vert, ni même une simple toison de mouton. Il mourut beaucoup de vieillards et beaucoup d'enfants dans les demeures pauvres. Les pieds des voyageurs gelaient dans leurs bottes. Les chevaucheurs délivraient leur courrier avec des doigts bleus. Tout trafic fluvial était arrêté. Les soldats, s'ils avaient l'imprudence d'ôter leurs gants, laissaient la peau de leurs mains collée sur le fer des armes. Les gamins s'amusaient à persuader les idiots de village de poser la langue sur un fer de hache. Mais ce qui devait demeurer surtout dans les mémoires était une grande impression de silence, parce que la vie paraissait arrêtée. À la cour, l'an 9 fut célébré de façon assez discrète, en raison à la fois et du deuil et du gel. On s'offrit néanmoins le gui, et l'on échangea les cadeaux rituels. Les comptes du Trésor laissaient prévoir pour l'exercice qui se clôturait à Pâques un excédent de recettes de 73 000 livres, dont 60 000 provenaient du traité d'Aquitaine, sur lequel Robert d'Artois se fit allouer 8 000 livres par le roi. C'était bien justice, puisque depuis 6 mois, Robert gouvernait le royaume pour le compte de son cousin. Il activa la nouvelle expédition de Guyenne, où les armes françaises remportèrent une victoire d'autant plus rapide qu'elles ne rencontrèrent pratiquement aucune résistance. Les seigneurs locaux, qui essuyaient une fois de plus la colère du suzerain de Paris contre son vassal de Londres, commencèrent à regretter d'être nés gascons. Édouard, ruiné, endetté, et qui se heurtait à des refus de crédit, n'avait plus les moyens d'expédier des troupes pour défendre son fief. Il envoya des bateaux pour ramener sa femme. Celle-ci venait d'écrire à l'évêque de Winchester afin qu'il en fît part à tout le clergé anglais. Vous, ni autre de bon entendement, ne devez croire que nous laissâmes la compagnie de notre Seigneur sans trop grave cause et raisonnable, et si ce ne fut pour un péril de notre corps par le dit Hugh, qui a le gouvernement de notre dit Seigneur et de tout notre royaume, et nous voudrait déshonorer, comme nous sommes bien certaines pour l'avoir éprouvé. Si longtemps que Hugh sera comme il est, tenant notre époux en son gouvernement, nous ne pourrons rentrer au royaume d'Angleterre sans exposer notre vie et celle de notre cher fils à péril de mourir. Et cette lettre se croisa justement avec les nouveaux ordres qu'au début de février, Édouard adressait aux shérifs des comtés côtiers. Il les informait que la reine et son fils, le duc d'Aquitaine, envoyés en France dans un désir de paix, avaient, sous l'influence du traître et rebelle Mortimer, fait alliance avec les ennemis du royaume. De ce fait, au cas où la reine et le duc d'Aquitaine débarqueraient des nefs par lui le roi envoyé, et seulement s'ils arrivaient avec de bonnes intentions, sa volonté était qu'ils fussent reçus courtoisement. Mais s'ils débarquaient de vaisseaux étrangers, et montrant des volontés contraires aux siennes, l'ordre était de n'épargner que la reine et le prince Édouard, pour traiter en rebelles tous les autres qui sortiraient des navires. Isabelle fit par son fils informer le roi qu'elle était malade, et hors d'état de s'embarquer. Mais au mois de mars, ayant appris que son épouse se promenait joyeusement dans Paris, Édouard II eut un nouvel accès de violence épistolaire. Il semblait que ce fût chez lui une affection cyclique qui le saisissait tous les 3 mois. Au jeune duc d'Aquitaine, il écrivait ceci. « Pour faux prétexte, notre compagne, votre mère, se retire de nous. À cause de notre cher et féal Hugh de Spencer, qui toujours nous a si bien et si loyalement servis. Mais vous voyez, et tout chacun peut voir, qu'ouvertement, notoirement, et s'égarant contre son devoir, et contre l'état de notre couronne, elle a attiré à soi le Mortimer, notre traître et ennemi mortel, prouvé, atteint et en plein parlement jugé. Et s'accompagne à lui en hôtel et dehors, en dépit de nous et de notre couronne, et des droitures de notre royaume. Et encore fait-elle pis, si elle peut, quand elle vous garde en compagnie de notre dit ennemi devant tout le monde, en très grand déshonneur et vilainie, et en préjudice des lois et usages du royaume d'Angleterre, que vous êtes souverainement tenu de sauver et maintenir. » Il mandait également au roi Charles IV. « Si votre sœur nous aimait et désirait être en notre compagnie, comme elle vous a dit et en a menti, sauf votre révérence, elle ne serait partie de nous, sous prétexte de nourrir paix et amitié entre nous et vous, toute chose que je crus en bonne foi en l'envoyant vers vous. Mais vraiment, très cher frère, nous nous apercevons assez qu'elle ne nous aime mis,
et la cause qu'elle donne, parlant de notre cher parent Hugh le Despenser, est feinte. Nous pensons que c'est désordonnée volonté quand, si ouvertement et notoirement, elle retient en son conseil notre traître et ennemi mortel le Mortimer, et s'accompagne en hôtel et dehors à ce mauvais. Aussi vous devriez bien vouloir, très cher frère, qu'elle se châtiât et se comportât comme elle devrait faire pour l'honneur de tous ceux à qui elle tient. Veuillez nous faire connaître vos volontés de ce qu'il vous plaira de faire selon Dieu, raison et bonne foi, sans avoir regard à impulsion capricieuse de femme ou autre désir. Message de même teneur était envoyé à nouveau vers tous les horizons, aux pairs, aux dignitaires, aux prélats, au pape lui-même. Les souverains d'Angleterre dénonçaient chacun l'amant de l'autre publiquement, et cette affaire de double ménage, de 2 couples, où se trouvaient 3 hommes pour une seule femme, faisait la joie des cours d'Europe. Les amants de Paris n'avaient plus de ménagement à prendre. Plutôt que de chercher à feindre, Isabelle et Mortimer firent front et se montrèrent ensemble en toute occasion. Le comte de Kent, que sa femme avait rejoint, vivait en compagnie du couple illégitime. Pourquoi se serait-on soucié de respecter les apparences, dès lors que le roi lui-même mettait tant d'ardeur à publier son infortune? Les lettres d'Édouard n'avaient réussi en somme qu'à établir l'évidence d'une liaison que chacun accepta comme fait accompli et immuable. Et toutes les épouses infidèles de penser qu'il existait une grâce particulière pour les reines, et qu'Isabelle avait bien de la chance que son mari fût bougre. Mais l'argent manquait. Plus aucune ressource ne parvenait aux émigrés dont les biens avaient été séquestrés. Et la petite cour anglaise de Paris vivait entièrement d'emprunts aux Lombards. À la fin de mars, il fallut faire appel une fois de plus au vieux Ptolémée. Il arriva chez la reine Isabelle accompagné du seigneur Boccace, qui représentait les Bardis. La reine et Mortimer, avec une grande affabilité, lui exprimèrent leurs besoins d'argent frais. Avec une égale affabilité et toutes les marques de chagrin, messer Spinello Tolomei refusa. Il avait pour cela de bons arguments. Il ouvrit son grand livre noir et montra les additions. Messire de Holspey, le lord de Cromwell, la reine Isabelle. Sur cette page-là, Ptolémée fit une profonde inclination de tête. Le comte de Kent et la comtesse, nouvelle révérence. Le lord Maltraverse, lord Mortimer, et puis sur 4 feuilles à la file, les dettes du roi Édouard Plantagenet lui-même. Roger Mortimer protesta. Les comptes du roi Édouard ne le concernaient pas. « Mais, my lord, dit Ptolémée, pour nous, ce sont toujours tous ensemble les dettes de l'Angleterre. Je suis peiné de vous refuser, grandement peiné, et de décevoir si belle dame que madame la reine, mais c'est trop vous demander que d'attendre de moi ce que je n'ai plus, et que vous savez. Car cette fortune, qu'on dit nôtre, elle n'est faite ainsi que de créances. Mon bien, my lord, ce sont vos dettes. Voyez, madame, continua-t-il, en se tournant vers la reine. Voyez, madame, ce que nous sommes, nous autres pauvres Lombards, toujours menacés, qui devant à chaque roi nouveau payer un don de joyeux avènements. Et combien en avons-nous payé, hélas, depuis 12 ans? À qui, sous chaque roi, l'on retire le droit de bourgeoisie pour nous le faire acquitter par bonne taxe, et même 2 fois si le règne est long. Voyez cependant ce que nous faisons pour les royaumes. L'Angleterre coûte à nos compagnies 170 000 livres, le prix de ces sacres, de ces guerres, de ces discordes, madame. Voyez mon vieil âge. Je me reposerais depuis bien longtemps si je n'avais à courir sans cesse pour récupérer des créances qui nous resservent à aider d'autres besoins. On nous dit avaricieux, avides, et l'on ne songe point aux risques que nous prenons pour prêter à chacun et permettre aux princes de ce monde de continuer leurs affaires. Les prêtres s'occupent des petites gens, de faire aumône aux mendiants et d'ouvrir hôpitaux pour les infortunés. Nous nous occupons des misères des grands. Son âge lui permettait de s'exprimer de la sorte, et la douceur de son ton était telle qu'on ne pouvait s'offenser du discours. Tout en parlant, il lorgnait de son œil entr'ouvert un bijou qui brillait au col de la reine et qui était inscrit à crédit dans son livre au comte de Mortimer.
Comment notre négoce a-t-il commencé? Pourquoi existons-nous? On ne se le remémore guère, poursuivait-il. Nos banques italiennes se sont créées lors des croisades, parce que seigneurs et voyageurs répugnaient à se charger d'or sur les routes peu sûres, où l'on était dévalisé à tout propos, ou même dans les camps qui n'étaient point hantés que de gens honnêtes. Et puis, il y avait les rançons à payer. Alors, pour que nous acheminions l'or à leur compte et à notre péril, les seigneurs, et ceux d'Angleterre tout particulièrement, nous ont donné gage sur les revenus de leurs fiefs. Mais quand nous nous sommes présentés dans ces fiefs, avec nos créances, pensant que le sceau des grands barons devait être de suffisante obligation, nous n'avons pas été payés. Alors nous avons fait appel au roi, lesquels, pour garantir les créances de leurs vassaux, ont en échange exigé que nous leur prêtions à eux aussi. Et voilà comment nos ressources gisent dans les royaumes. Non, madame, à mon grand méchef et déplaisir, cette fois je ne puis. Le comte de Kent, qui assistait à l'entretien, dit « Soit, messire Ptolémée, nous allons devoir donc nous adresser à d'autres compagnies que la vôtre. » Ptolémée sourit. Que croyait-il, ce jeune homme blond qui se tenait assis, les jambes croisées, et caressait négligemment la tête de son lévrier? Porter sa clientèle ailleurs. Cette phrase-là, Ptolémée, en sa longue carrière, l'avait entendue plus de 1000 fois. La belle menace. « My lord, quand il s'agit d'aussi grands emprunteurs que vos personnes royales, vous pensez bien que toutes nos compagnies se tiennent informées, et que le crédit qu'il me faut à regret vous refuser, aucune autre compagnie ne vous l'accordera. Messer Boccace, que vous voyez, est avec moi pour les besognes des Bardi, demandez-lui. Car, madame, c'était toujours à la reine que Ptolémée revenait. Cet ensemble de créances nous est devenu bien fâcheux par le fait que rien ne les garantit. Au point où en sont arrivées vos affaires avec le sire roi d'Angleterre, celui-ci ne va point garantir vos dettes, ni vous les siennes, je pense, à moins que vous soyez en intention de les reprendre à votre compte. Ah, si cela était, peut-être pourrions-nous encore vous porter appui. Et il ferma complètement l'œil gauche, croisa les mains sur son ventre et attendit. Isabelle s'entendait peu aux questions de finances. Elle leva les yeux vers Roger Mortimer. Comment fallait-il prendre les dernières paroles du banquier? Que signifiait, après si long palabre, cette soudaine ouverture? « Éclairez-nous, messire Ptolémée, dit-elle. »« Madame, reprit le banquier, votre cause est belle, et celle de votre époux fort laide. La chrétienté sait les traitements méchants qu'il vous a infligés, les mœurs qui noircissent sa vie et le mauvais gouvernement qu'il impose à ses sujets par la personne de ses détestables conseillers. En revanche, madame, vous êtes aimée parce que vous êtes aimable, et je gage qu'il ne manque pas de bons chevaliers en France et ailleurs qui seraient prêts à lever leur bannière pour vous et vous rendre votre place en votre royaume. Fût-ce en boutant hors de son trône le roi d'Angleterre votre époux. »« Mais certes, Ptolémée, s'écria le comte de Kent, comptez-vous pour rien que mon frère, tout détestable qu'il soit, ait été couronné? »« My lord, répondit Ptolémée, les rois ne sont vraiment tels que du consentement de leurs sujets, et vous avez un autre roi tout prêt à donner au peuple d'Angleterre. Ce jeune duc d'Aquitaine qui semble montrer bien de la sagesse pour son jeune âge. J'ai beaucoup vu les passions humaines, je sais assez bien reconnaître celles qui ne se défont point et entraînent les plus puissants princes à leur perte. Le roi Édouard ne se délira pas du Despenser, mais en revanche, l'Angleterre est toute disposée à acclamer tel souverain qu'on lui offrira pour remplacer le mauvais sien, et les méchants qui l'entourent. Certes, vous m'opposerez, madame, que les chevaliers qui s'offriront à combattre pour votre cause seront chers à payer. Il faudra leur fournir harnois, vivres et plaisirs. Mais nous, les Lombards, qui ne pouvons plus faire face à soutenir votre exil, nous pourrions encore faire face à soutenir votre armée. Si Lord Mortimer, dont la valeur n'est à personne inconnue, s'engageait à en prendre la tête.
Et si bien sûr, il nous était garanti que vous repreniez à votre compte les dettes de Messire Édouard, pour les acquitter le jour de votre succès. » La proposition ne pouvait être plus clairement faite. Les compagnies lombardes s'offraient à jouer la femme contre le mari, le fils contre le père, l'amant contre l'époux légitime. Mortimer n'en était point aussi surpris qu'on s'y serait attendu, ni même n'affecta de l'être lorsqu'il répondit « La difficulté, messire Ptolémée, est de réunir ces bannières. Cela ne se fait point dans une cave. Où pourrions-nous rassembler 1000 chevaliers que nous prendrons à notre solde? En quel pays? Les convoquer en France, nous ne pouvons, si bien disposé que soit le roi Charles envers sa sœur la reine. » Il y avait de la connivence entre le vieux Siennois et l'ancien prisonnier d'Édouard. « Le jeune duc d'Aquitaine, dit Ptolémée, n'a-t-il pas reçu en propre le comté de Ponthieu, qui vient de madame la reine? Et le Ponthieu ne se trouve-t-il pas vis-à-vis l'Angleterre, et jouxte le comté d'Artois, où monseigneur Robert, bien qu'il n'en soit pas le tenant, compte force partisans, ainsi que vous le savez, my lord, puisque vous y fûtes abrité après votre évasion. » « Le Ponthieu, répéta la reine songeuse. Quel est votre conseil, gentil Mortimer? L'affaire, pour se débattre seulement de paroles, n'en était pas moins une offre ferme. Ptolémée était prêt à délivrer quelques crédits à la reine et à son amant afin qu'ils puissent faire face à l'immédiat et partir pour le Ponthieu organiser l'expédition. Et puis en mai, il fournirait le gros des fonds. Pourquoi mai? Ne pouvait-il pas avancer cette date? Ptolémée calculait. Il calculait qu'il avait de concert avec les Bardi une créance à récupérer sur le pape. Il demanderait à Guccio, qui se trouvait à Sienne, de se rendre à cet effet en Avignon. Le pape avait fait savoir incidemment par un voyageur qu'il accueillerait volontiers une visite du jeune homme. Il fallait profiter des bonnes dispositions du Saint-Père, une occasion aussi pour Ptolémée, la dernière peut-être, de revoir ce neveu qui lui manquait beaucoup. Et puis, il y avait un petit amusement dans la pensée du banquier. Comme Valois naguère à propos de la croisade, comme Robert d'Artois au sujet de l'Aquitaine, le Lombard se disait pour l'Angleterre « c'est le pape qui paiera ». Alors, le temps que Boccace, qui partait pour l'Italie, passa par Sienne, le temps que de Sienne, Guccio alla en Avignon, qu'il arriva à Paris. En mai, madame, en mai, que Dieu bénisse vos besognes. Retour à Naufle. Était-elle donc si petite la maison de banque de Naufle, et si basse l'église de l'autre côté du minuscule champ de foire, et si étroit le chemin montant qui tournait pour aller vers Cresset, Thoiry, Septeuil? Le souvenir et la nostalgie agrandissent étrangement la réalité des choses. 9 années écoulées. Cette façade, ces arbres, ce clocher, venaient de rajeunir Guccio de 9 années. Ou plutôt non, de le vieillir au contraire, de tout ce temps écoulé. Guccio avait retrouvé instinctivement son geste de jadis pour s'incliner en passant la porte basse qui séparait les 2 pièces de négoce du comptoir au rez-de-chaussée. Sa main avait cherché d'elle-même la corde d'appui, le long du madrier de chêne qui servait d'axe à l'escalier tournant pour monter à son ancienne chambre. Ainsi c'était là qu'il avait tant aimé, comme jamais avant, comme jamais depuis. La pièce exiguë, collée sous les solives du toit, sentait la campagne et le passé. Comment un logis si resserré avait-il pu contenir un aussi grand amour? Par la fenêtre, à peine une lucarne plutôt, il apercevait un paysage inchangé. Les arbres étaient fleuris en ce début de mai, comme au temps de son départ 9 années plus tôt. Pourquoi les arbres en fleurs dispensent-ils toujours une si forte émotion? Entre les branches dépêchées, roses et arrondies comme des bras, apparaissait le toit de l'écurie, cette écurie dont Guccio s'était enfui devant l'arrivée des frères Cresset. Ah, la belle peur qu'il avait eue cette nuit-là. Il se retourna vers le miroir d'étain, toujours à la même place sur le coffre de chêne. Chaque homme, au souvenir de ses faiblesses, se rassure à se regarder, oubliant que les signes d'énergie qu'il lit sur son visage ne font impression qu'à lui-même, et que c'est devant les autres qu'il fut faible. Le métal poli au reflet de grisaille renvoyait à Guccio le portrait d'un garçon de 30 ans, brun, avec une ride assez profondément creusée entre les sourcils, et 2 yeux sombres,
dont il n'était pas mécontent car ses yeux-là avaient vu déjà bien des paysages, la neige des montagnes, les vagues de 2 mers, et allumé le désir dans le cœur des femmes et soutenu le regard des princes et des rois. « Guccio Baglioni, mon ami, que n'as-tu continué une carrière si bellement commencée? Tu étais allé de Sienne à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Naples, à Lyon, à Avignon. Tu portais message pour les reines, trésors pour les prélats. Pendant 2 grandes années, tu as circulé ainsi parmi les plus grands seigneurs de la terre, chargés de leurs intérêts ou de leurs secrets, et tu avais à peine 20 ans. Tout te réussissait. Il n'est que de voir les attentions dont on t'entoure à présent au retour de 9 années d'absence, pour juger des souvenirs que tu as laissés. Le Saint-Père lui-même te le prouve. Aussitôt qu'il te cède de retour en Avignon pour un banal recouvrement de créances, lui, le souverain pontife, du haut du trône de Saint-Pierre et submergé par tant de tâches, il demande à te voir. Il s'intéresse à ton sort, à ta fortune. Il a la mémoire de se rappeler que tu as eu un enfant jadis. Il s'inquiète de te savoir privé de cet enfant. Il consacre à te conseiller quelques-unes de ses précieuses minutes. « Un fils doit être élevé par son père, te dit-il. Et il te fait délivrer sauf-conduit de messager papal, le meilleur qui soit. Et Bouville que tu viens trouver porteur de la bénédiction du pape Jean, et qui te traite ainsi qu'ami depuis longtemps attendu, et qui a de grosses larmes dans les yeux en te voyant, et qui te délègue un de ses propres sergents d'armes pour t'accompagner dans ta démarche. Et te remet une lettre cachetée de son sceau adressée au frère Cresset, afin qu'on te laisse voir ton enfant. Ainsi les plus hauts personnages s'occupaient de Guccio, sans aucun motif intéressé, pensait celui-ci, simplement pour l'amitié qu'inspirait sa personne, pour l'agilité de son esprit, et sans doute pour une certaine façon de se conduire avec les grands de ce monde, qui lui était un don de nature. Ah, que n'avait-il persévéré! Il aurait pu devenir l'un de ces grands Lombards puissants dans les États à l'égal des princes, comme Macci dei Macci, gardien actuel du trésor royal de France, ou bien comme Frescobaldi d'Angleterre, qui entrait sans se faire annoncer chez le chancelier de l'Échiquier. Était-il trop tard après tout? Bien au fond de lui-même, Guccio se sentait supérieur à son oncle et capable d'une plus éclatante réussite. Car le bon oncle Spinello, à froidement juger, faisait un négoce assez courant. Capitaine général des Lombards de Paris, il l'était devenu à l'ancienneté. Il possédait du bon sens, certes, et de l'habileté, mais point un exceptionnel talent. Guccio considérait tout cela de façon impartiale, à présent que, passé l'âge des illusions, il se sentait un homme de raisonnement pondéré. Oui, il avait eu tort autrefois. Or, sa malheureuse aventure avec Marie de Cresset, il ne pouvait se la cacher, était la cause de ses renoncements. Car pendant de longs mois, sa pensée n'avait été occupée que par ce déplorable événement, tous ses actes commandés par la volonté de dissimuler cet échec. Ressentiment, déception, abattement, honte de revoir ses amis et ses protecteurs après un dénouement peu glorieux, rêve de revanche. Son temps s'était usé à cela, tandis qu'il s'installait dans une nouvelle vie à Sienne, où l'on ne savait de ses amours de France que ce qu'il voulait bien en dire lui-même. Ah, elle ignorait cette ingrate Marie la grande destinée dont elle avait brisé le cours, en refusant autrefois de fuir avec lui. Que de fois, en Italie, il y avait amèrement songé. Mais maintenant, il allait se venger. Et si Marie soudain lui déclarait qu'elle l'aimait toujours, qu'elle l'avait attendu sans faiblesse et qu'un affreux malentendu avait été la seule cause de leur séparation. Oui, si cela était. Guccio savait qu'en ce cas, il ne résisterait point, qu'il oublierait ses griefs aussitôt qu'exprimés et qu'il emmènerait sans doute Marie de Cresset à Sienne, dans le palais familial, pour présenter sa belle épouse à ses concitoyens. Et pour montrer à Marie cette ville neuve, moins grande que Paris ou que Londres certes, mais qui l'emportait en magnificence architecturale, avec son municipio édifié depuis peu, et dont Simone Martini terminait actuellement les fresques intérieures, avec sa cathédrale noire et blanche qui serait la plus belle de Toscane, une fois sa façade achevée. Ah, le plaisir de partager ce que l'on aime avec une femme aimée. Et que faisait-il à rêver devant un miroir d'étain, au lieu de courir à Cresset et de profiter de l'émotion de la surprise? Et puis il réfléchit. Les amertumes pendant 9 ans remâchées ne pouvaient pas s'oublier d'un coup, ni la peur non plus qu'il avait chassée un matin de ce jardin même. Les cris furieux des 2 frères Cresset qui voulaient lui rompre l'échine. Sans un bon cheval, il était mort.
Mieux valait envoyer le sergent d'armes avec la lettre du comte de Bouville. La démarche aurait plus de poids. Mais Marie, après 9 années, était-elle toujours aussi belle? Serait-il toujours aussi fier de se montrer à son bras? Guccio pensait avoir atteint l'âge où l'on se conduit par la raison. Or, si une ride s'enfonçait entre ses sourcils, il était toujours le même homme, le même mélange d'astuce et de naïveté, d'orgueil et de songe. Tant il est vrai que les années changent peu notre nature, et qu'il n'est pas d'âge pour nous délivrer des erreurs. Les cheveux blanchissent plus vite que les faiblesses. On rêve d'un événement pendant 9 années, on l'espère et on le redoute. On prie la Vierge chaque nuit pour qu'il s'accomplisse, et l'on prie Dieu chaque jour de l'empêcher. On s'est préparé, soir après soir, matin après matin, à ce que l'on dira s'il se produit. On a murmuré toutes les réponses que l'on donnera à toutes les questions que l'on a imaginées. On a prévu les 100, les 1000 façons dont cet événement pourrait survenir. Il survient, on est désemparé. Ainsi se trouve Marie de Cressay ce matin-là, parce que sa servante, qui fut autrefois confidente de son bonheur et de son drame, est venue tout à l'heure lui chuchoter à l'oreille que Guccio Baglioni était de retour, qu'on l'a vu arriver au village de Naufle, qu'il semble avoir train de seigneur, que des sergents du roi lui servent d'escorte, qu'il doit être messager du pape. Les gamins sur la place ont regardé bouche bée le harnais de cuir jaune brodé des clés de Saint-Pierre. À cause de ce harnais, cadeau du pape au neveu de ses banquiers, toutes les cervelles du village se sont mises à travailler. Et la servante est là, essoufflée, les yeux brillants d'émoi au-dessus de ses joues rouges, et Marie de Cressay ne sait ce qu'elle doit ni va faire. Elle dit « Ma robe !» Cela lui est venu tout seul, sans y réfléchir. Et la servante a aussitôt compris parce que Marie a peu de robe, et qu'elle n'en peut demander d'autre que celle-là qui fut cousue naguère dans le beau tissu de soie donné par Guccio, celle qu'on sort du coffre chaque semaine, qu'on brosse avec soin, qu'on défroisse, qu'on aère, devant laquelle on pleure parfois et qu'on ne revêt jamais. Guccio peut apparaître d'un moment à l'autre. La servante l'a-t-elle aperçue? Non, elle ne rapporte que des nouvelles qui couraient de seuil en seuil. Peut-être est-il déjà en chemin. Si seulement Marie avait une pleine journée pour se préparer à cette arrivée. Elle a attendu 9 années, et cela revient à n'avoir qu'un seul instant. Qu'importe que l'eau soit froide, dont elle s'asperge la gorge, le ventre, les bras, devant la servante qui se détourne, surprise de l'impudeur subite de sa maîtresse, et puis coule un regard vers ce beau corps, dont c'est pitié vraiment qu'il soit sans homme depuis si longtemps, et qu'elle se mette à jalouser un peu, en voyant comme il est demeuré plein et ferme, et pareil à une belle plante sous le soleil. Pourtant, les seins sont plus lourds qu'autrefois, et s'affaissent légèrement sur la poitrine. Les cuisses ne sont plus aussi lisses, le ventre est marqué de quelques petites stries laissées par la maternité. Allons, le corps des filles nobles s'abîme aussi, moins que le corps des servantes, certes, mais il s'abîme quand même, et c'est justice de Dieu qui fait toutes les créatures pareilles. Marie a du mal à entrer dans la robe. L'étoffe a-t-elle rétréci d'être restée si longtemps sans usage, ou bien est-ce Marie qui a grossi? On dirait plutôt que la forme de son corps s'est modifiée, comme si les contours, les rondeurs n'étaient plus à la même place. Elle a changé. Elle sait bien aussi que le duvet blond qui est plus fourni sur sa lèvre, que les taches de rousseur dues à l'air des champs se sont incrustées plus largement sur son visage. Ses cheveux, cette brassée de cheveux dorés dont il faut en hâte retisser les tresses, n'ont plus leur souplesse lumineuse d'antan. Et voici que Marie se retrouve dans sa robe de fête qui la gêne aux entournures, et ses mains rougies par les travaux de la maison sortent des manches de soie verte. Qu'a-t-elle fait de toutes ces années, qui maintenant ne semblent plus qu'un soupir du temps? Elle a vécu de souvenirs. Elle s'est nourrie quotidiennement de ces quelques mois d'amour et de bonheur comme d'une provision trop rapidement engrangée. Elle a écrasé chaque instant de ce passé au moulin de la mémoire. Elle a revu 1000 fois le jeune Lombard arrivant pour réclamer sa créance et chassant le méchant prévôt. 1000 fois elle a reçu son premier regard, refait leur première promenade. Elle a 1000 fois répété son vœu dans le silence et l'ombre nocturne de la chapelle devant le moine inconnu. 1000 fois elle a découvert sa grossesse. 1000 fois elle a été arrachée par violence au couvent des filles du faubourg Saint-Marcel et conduite en litière fermée, tenant son nourrisson serré contre sa poitrine à Vincennes, au château des rois. 1000 fois on a devant elle revêtu son enfant des langes royaux et on lui a ramené mort. Et elle a encore le cœur poignardé. Et elle est toujours la feu comtesse de Bouville, et elle l'espère en proie aux tourments infernaux. 1000 fois,
Elle a juré sur les évangiles de garder le petit roi de France et de ne rien révéler des atroces secrets de la cour, même en confession, et de ne jamais revoir Guccio. Et 1000 fois, elle s'est demandé « Pourquoi est-ce à moi que cela est arrivé ?» Elle l'a demandé au grand ciel bleu, des jours d'août, aux nuits d'hiver passées à grelotter seule, entre des draps raides, aux aurores sans espérance. Pourquoi ? Elle l'a demandé aussi au linge compté pour la buanderie, aux sauces remuées sur le feu de la cuisine, aux viandes mises au saloir, aux ruisseaux qui courent au pied des manoirs et au bord duquel on cueille les joncs et les iris, les matins de procession. Elle a, par instant, haï Guccio, furieusement, pour le seul fait d'exister et d'avoir traversé sa vie comme le vent d'orage traverse une maison aux portes ouvertes. Et puis, aussitôt, elle s'est reproché cette pensée, comme un blasphème. Elle s'est prise tour à tour pour une très grande pécheresse, à laquelle le Tout-Puissant a imposé cette perpétuelle expiation, pour une martyre, pour une sorte de sainte tout exprès désignée par les volontés divines à dessein de sauver la couronne de France, la descendance de Saint-Louis, tout le royaume, en la personne de ce petit enfant, à elle confié. C'est de cette façon qu'on peut devenir folle, lentement, sans que les autres autour de vous ne s'en aperçoivent. Des nouvelles du seul homme qu'elle ait aimé, des nouvelles de son époux auquel personne ne reconnaît ce titre, elle n'en a eu que de loin en loin, par quelques paroles du commis de la banque à la servante. Guccio était vivant, c'était tout ce qu'elle savait. Comme elle a souffert de l'imaginer, d'être impuissante à l'imaginer plutôt en un pays lointain, une ville étrangère parmi des parents d'elle inconnus, auprès d'autres femmes sûrement, d'une autre épouse peut-être. Et voilà que Guccio est à un quart de lieue. Mais est-ce vraiment pour elle qu'il est revenu, ou simplement pour régler quelques affaires du comptoir ? Ne serait-ce pas le plus affreux qu'il fût si proche et que ce ne fût pas pour elle ? Et pourrait-elle lui en faire reproche, puisqu'elle-même a refusé de le voir voici 9 ans ? Elle-même lui a si durement signifié de ne plus jamais l'approcher, et sans pouvoir lui révéler la raison de cette cruauté. Et soudain elle s'écrie « L'enfant !» Car Guccio va vouloir connaître ce petit garçon qu'il croit le sien. Ne serait-ce pas pour cela qu'il a reparu ? Jeannot est là, dans le pré qu'on aperçoit par la fenêtre, le long de la Maudre, ce ruisseau bordé d'iris jaunes et trop peu profond pour qu'on s'y noie, jouant avec le dernier fils du palefrenier, les 2 garçons du charron et la fille du meunier ronde comme une boule. Il a de la boue sur les genoux, sur le visage, et jusque dans l'épi des cheveux blonds qui se tord sur son visage. Il crie fort, il a des mollets fermes et roses, celui qu'on croit un petit bâtard, un enfant du péché, et qu'on traite comme tel. Mais comment ne s'aperçoivent-ils pas tous, les frères de Marie, les paysans du domaine, les gens de Naufle, que Jeannot n'a rien de la blondeur dorée presque rousse de sa mère, et moins encore de la noirceur profonde du teint couleur d'épices de Guccio ? Comment ne voit-on pas qu'il est un vrai petit Capétien, qu'il en a le visage large, les yeux bleu pâle, un peu trop écartés, le menton qui deviendra fort, la blondeur de paille ? Le roi Philippe le Bel était son grand-père. C'est miracle que les gens aient le regard si peu ouvert et ne reconnaissent dans les choses et les êtres que l'idée qu'ils s'en font. Quand Marie a demandé à ses frères d'envoyer Jeannot chez les moines augustins d'un couvent voisin afin qu'il y apprenne à lire et à écrire, ils ont haussé les épaules. « Nous savons lire un peu et cela ne nous sert guère. Nous ne savons pas écrire et cela ne nous servirait de rien, » a répondu Jean de Cresset. « Pourquoi veux-tu que Jeannot ait besoin d'en apprendre plus long que nous ? C'est bon pour les clercs d'étudier. Et tu ne peux même point le faire clair, puisqu'il est bâtard. » Dans le pré aux iris, l'enfant suit en rechignant la servante qui est venue le chercher. Il jouait au chevalier, la gaule en main, et était au moment d'enfoncer les défenses de l'apprenti où des méchants retenaient prisonnière la fille du meunier. Mais voici justement que les frères de Marie rentrent d'inspecter leur champ. Ils sont poudreux, sentent la sueur de cheval et ont les ongles noirs. Jean l'aîné est déjà pareil à ce que fut leur père. Il a l'estomac lourd par-dessus la ceinture, la barbe broussailleuse, et les 2 crocs lui manquent parmi ses dents gâtées. Il attend une guerre pour se révéler, et chaque fois que devant lui on parle de l'Angleterre, il crie que le roi n'a qu'à lever l'ost, et que la chevalerie saura bien montrer ce dont elle est capable. Il n'est point chevalier du reste, mais il pourrait le devenir à la faveur d'une campagne. Il n'a connu des armées que l'ost boueux de Louis Hutin, et l'on n'a pas fait appel à lui pour l'expédition d'Aquitaine. Il a nourri un moment d'espoir lors des intentions de croisade de Monseigneur Charles de Valois, et puis Monseigneur Charles est mort.
Ah, que ce baron-là eût fait un bon roi. Pierre de Cresset, le cadet, est resté plus mince et plus pâle, mais ne soigne guère davantage sa mise. Sa vie est un mélange d'indifférence et de routine. Ni Jean ni Pierre ne s'est marié. Leurs sœurs veillent au ménage depuis la mort de leur mère, dame Eliabelle. Ils ont ainsi quelqu'un pour assurer leur cuisine, réparer leur gros linge, et contre Marie, ils peuvent s'emporter à l'occasion plus aisément qu'ils n'oseraient le faire envers une épouse. Si leurs choses sont déchirées, il leur est toujours loisible de tenir Marie pour responsable de ce qu'ils n'ont pas trouvé femme à leur convenance à cause du déshonneur par elle jeté sur la famille. À cela près, ils vivent dans une aisance limitée, grâce à la pension que le comte de Bouville fait régulièrement servir à la jeune femme, sous le prétexte qu'elle fut nourrice royale, et grâce aussi aux cadeaux en nature que le banquier Ptolémée continue d'envoyer à celui qu'il croit son petit-neveu. Le péché de Marie a donc été pour les deux frères de quelque avantage. Pierre connaît à Montfort-l'Amaury une bourgeoise veuve qu'il va visiter de temps à autre, et ces jours-là, il fait toilette avec un air coupable. Jean préfère ne chasser qu'en ses labours, et se sent seigneur à peu de frais parce que quelques gamins dans les hameaux voisins ont déjà sa tournure. Mais ce qui est honneur pour un garçon de noblesse est déshonneur pour une fille noble. Cela se sait. Il n'y a pas à y revenir. Les voilà tous deux bien surpris, Jean et Pierre, de voir leur sœur attournée de sa robe de soie, et Jeannot trépignant parce qu'on le débarbouille. Est-ce donc jour de fête, dont la mémoire leur a manqué? Guccio est un offle, dit Marie. Et elle recule parce que Jean serait bien capable de lui envoyer un soufflet. Mais non, Jean se tait. Il regarde Marie et Pierre de même, les bras ballants. Ils n'ont pas la cervelle modelée pour l'imprévu. Guccio est revenu. La nouvelle est de taille, et il leur faut quelques minutes pour s'en pénétrer. Quel problème cela va-t-il leur poser? Ils aimaient bien Guccio. Ils sont forcés d'en convenir lorsqu'il était compagnon de leur chasse, qu'il leur apportait des faucons de Milan. Ils ne voyaient pas que le gaillard faisait l'amour à leur sœur, presque sous leur nez. Puis ils ont voulu le tuer quand dame Eliabelle a découvert le péché au ventre de sa fille. Puis ils ont regretté leur violence. Après qu'ils eurent visité le banquier Ptolémée en son hôtel de Paris et compris, mais trop tard, qu'ils eussent mieux préservé leur honneur à laisser leur sœur s'éloigner mariée à un Lombard qu'à la garder mère d'un enfant sans père. Ils n'ont guère le temps de s'interroger, car le sergent d'armes à la livrée du comte de Bouville, trottant un grand cheval bai et portant cotte de drap bleu dentelé autour des fesses, entre dans la cour du manoir qui se peuple aussitôt de visages ébobis. Les paysans mettent le bonnet à la main, des têtes d'enfants surgissent des portes entrebâillées, les femmes s'essuient les mains à leur tablier. Le sergent vient délivrer 2 messages au sire Jean, l'un de Guccio, l'autre du comte de Bouville lui-même. Jean de Cresset a pris la mine importante et hautaine de l'homme qui reçoit une lettre. Il a froncé de sourcils, avancé les lèvres en lippe à travers sa barbe, et ordonné d'une voix forte qu'on fasse boire et manger le messager, comme si celui-ci venait de fournir 15 lieues. Puis il se retire auprès de son frère pour lire. Ils ne sont pas trop de 2. Il leur faut même appeler Marie, qui sait mieux les chiffres et les signes d'écriture. Et Marie se met à trembler, trembler, trembler. Nous n'y comprenons mis, messire. Notre sœur s'est mise soudain à trembler, comme si Satan en propre personne avait surgi devant elle, et elle a refusé tout net de même vous entrevoir. Aussitôt ensuite, elle fut secouée de gros sanglots. Ils étaient bien embarrassés, les 2 frères Cresset. Ils avaient fait brosser leurs bottes, et Pierre avait revêtu la cotte qu'ils ne mettaient d'ordinaire que pour aller visiter la veuve de Montfort. Dans la seconde pièce du comptoir de Naufle, devant un Guccio qui leur opposait figure sombre et ne les avait même pas invités à s'asseoir, ils se tenaient plutôt penauds, et l'esprit partagé de sentiments contraires. Au reçu des lettres 2 heures auparavant, ils avaient cru pouvoir négocier comme une bonne affaire le départ de leur sœur et la reconnaissance de son mariage. 1000 livres comptant, voici ce qu'ils demanderaient. Un Lombard pouvait bien débourser cela. Mais Marie avait mis en déroute leurs espérances par son étrange attitude et son obstination de ne pas revoir Guccio. Nous avons tâché à la raisonner, et bien contre notre avantage, car si elle venait à nous quitter, elle nous manquerait fort, puisqu'elle nous tient tout notre ménage. Mais enfin, nous comprenons bien que si après tant d'années vous revenez la demander, c'est bien qu'elle est votre épouse véritable. Quand même le mariage s'est-il fait en secret, et puis le temps s'est écoulé. C'était le barbu qui parlait, et sa phrase s'embrouillait un peu. Le cadet se contentait d'approuver de la tête.
Nous vous le disons tout franc, reprit Jean de Cresset. Nous avons commis une faute en vous faisant refus de notre sœur, mais cela n'est pas tant venu de nous que de notre mère. Dieu l'est en garde, qui s'était fort buté. Chevalier se doit de reconnaître ses torts, et si Marie notre sœur a passé outre notre consentement, nous portons une part de la coulpe. Tout cela devrait être effacé, le temps est notre maître à tous. Or maintenant c'est elle qui vous refuse, et pourtant je jure qu'elle n'a pas d'autre homme en tête. Ah, cela non. Ainsi je ne comprends plus. Elle a la cervelle faite de curieuse façon, notre sœur. N'est-il pas vrai, Pierre? Pierre de Cresset hocha le front. Pour Guccio, c'était une belle revanche que d'avoir ainsi sous ses yeux, repentant et la langue entortillée, ces deux garçons qui jadis étaient arrivés en pleine nuit, l'épieu en main pour l'oxyre, et l'avaient obligé à fuir la France. À présent, ils ne souhaitaient rien tant que de lui donner leur sœur. Pour un peu, il leur aurait supplié de brusquer les choses, de venir à Cresset, d'imposer sa volonté et faire valoir ses droits d'époux. Mais c'était mal connaître Guccio et son ombrageux orgueil. Des deux bonnets, il faisait peu de cas. Marie seule avait de l'importance pour lui. Or, Marie le repoussait, alors qu'il était là, tout proche d'elle, et qu'il arrivait si consentant à oublier toutes les injures passées. Monseigneur de Bouville devait bien penser qu'elle agirait ainsi, dit le barbu, puisqu'il me mande dans sa lettre si Dame Marie, comme il est à croire, refuse de voir le seigneur Guccio. Savez-vous quelle raison il avait d'écrire cela? Non, je ne sais vraiment, répondit Guccio. Mais il faut croire qu'elle en a dit bien long et bien fermement sur mon compte à messire de Bouville pour qu'il ait vu si clair. Et pourtant, elle n'a pas d'autre homme en tête, répéta le barbu. La colère commençait d'envahir Guccio. Ses sourcils noirs se serraient sur la ride qui lui marquait le front. Cette fois, vraiment, tout lui donnait droit d'agir sans scrupule. Marie serait payée de sa cruauté par une cruauté pire. « Et mon fils ?» demanda-t-il. « Il est là, nous l'avons amené. » Dans la pièce voisine, l'enfant regardait le commis faire des comptes et s'amusait à caresser les barbes d'une plume d'oie. Jean de Cresset ouvrit la porte. « Jeannot, approche, dit-il. » Guccio, attentif à ce qui se passait en lui-même, se forçait un peu à l'émotion. « Mon fils, je vais voir mon fils, » se disait-il. En vérité, il ne ressentait rien. Pourtant, que de fois il avait espéré cet instant, mais il n'avait pas prévu ce petit pas lourd, campagnard, qu'il entendait approcher. L'enfant entra. Il portait des braies courtes et un sarrau de toile. Son épi rebelle se tordait sur son front clair, un vrai petit paysan. Il y eut un moment de gêne pour les trois hommes, gêne que l'enfant perçut fort bien. Pierre le poussa vers Guccio. « Jeannot, voici... » Il fallait bien dire quelque chose, dire à Jeannot qui était Guccio, et l'on ne pouvait dire que la vérité. « Voici ton père. » Guccio, sottement, attendait un élan, des bras ouverts, des larmes. Le petit Jeannot leva vers lui des yeux bleus étonnés. « Mais on m'avait dit qu'il était mort, » dit-il. Guccio en eut un choc. Une grande fureur mauvaise s'éleva en lui. « Mais non, se hâta de couper Jean de Cresset. Il était en voyage et ne pouvait envoyer de nouvelles. N'est-il pas vrai, ami Guccio? » De combien de mensonges ne l'a-t-on pas abreuvé, pensa Guccio. Patience, patience. Lui dire que son père était mort. Ah, les méchantes gens. Mais patience. Pour meubler le silence, il dit « Comme il est blond !»« Oui, tout à fait semblable à l'oncle Pierre, le frère de notre défunt père, » répondit Jean de Cresset. « Jeannot, viens vers moi. »« Viens, » dit Guccio. L'enfant obéit, mais sa petite main rugueuse restait étrangère dans la main de Guccio, et il s'essuya la joue après avoir été embrassé. « Je souhaiterais le garder quelques jours avec moi, » reprit Guccio, afin de pouvoir le conduire à mon oncle Ptolomei qui désire le connaître. Et, ce disant, Guccio avait machinalement, comme Ptolomei, fermé l'œil gauche. Jeannot, la bouche entr'ouverte, le regardait. Que d'oncles! Autour de lui, on n'entendait parler que de cela. « Moi, j'ai un oncle à Paris qui m'envoie des présents, » dit-il d'une voix claire. « C'est justement celui-ci que nous irons visiter. Si tes oncles n'y voient pas d'obstacle. »« Vous n'y voyez pas d'obstacle » demanda Guccio. « Certes non, » répondit Jean de Cresset. « Monseigneur de Bouville nous en prévient dans sa lettre et nous engage à ne point nous y opposer. » Décidément, les Cresset ne bougeaient pas le doigt sans l'accord de Bouville.
Le barbu pensait déjà au cadeau que le banquier ne manquerait pas de faire à son petit-neveu. Il fallait s'attendre à une bourse d'or qui serait particulièrement bienvenue car, justement cette année-là, la maladie s'était mise sur le bétail. Et qui sait, le banquier était vieux. Peut-être avait-il l'intention de coucher l'enfant sur ses volontés. Guccio savourait déjà sa vengeance, mais la vengeance a-t-elle jamais consolé d'un amour perdu? L'enfant fut d'abord ébloui par le cheval et le harnachement papal. Jamais il n'avait vu si belle monture, et sa surprise fut grande de s'y trouver juché sur le devant de la selle. Puis il se mit à observer ce père tombé du ciel, ou plutôt les détails qu'il en pouvait apercevoir en penchant ou en tordant le cou. Il regardait les choses collantes, qui ne faisaient aucun pli sur le genou, les bottes souples de cuir foncé, et cet étrange vêtement de voyage, couleur de feuilles rousses, à manches étroites, et fermé jusqu'au menton par une série de minuscules boutons. Le sergent d'armes avait une tenue bien plus éclatante, bien plus flatteuse, par sa couleur gros bleu luisant sous le soleil, ses découpures festonnées aux manches et sur les reins, et ses armes seigneuriales brodées sur la poitrine. Mais l'enfant se rendit compte bien vite que Guccio donnait des ordres au sergent, et il prit grande considération pour ce père qui parlait en maître à un personnage si brillamment vêtu. Ils avaient parcouru déjà près de 4 lieues. Dans l'auberge de Saint-Nom-la-Bretèche où ils s'arrêtèrent, Guccio, d'une voix naturellement autoritaire, commanda une omelette aux herbes, un chapon rôti sur broche, du fromage caillé et du vin. L'empressement des servantes augmenta encore le respect de Jeannot. « Pourquoi parlez-vous d'autre façon que nous, messire ?» demanda-t-il. « Vous ne dites point les mots pareillement ?» Guccio se sentit blessé de cette remarque faite sur son accent de Toscane et par son propre fils. « Parce que je suis de Sienne, en Italie, qui est mon pays, » répondit-il avec fierté. « Et toi aussi, tu vas devenir siennois, libre citoyen de cette ville où nous sommes puissants. Et puis, ne m'appelle plus messire, mais padre. »« Padre » répéta docilement le petit. Ils s'attablèrent, Guccio, le sergent et l'enfant. Et tandis qu'on attendait l'omelette, Guccio commença d'apprendre à Jeannot les mots de sa langue pour désigner les objets de la vie. « Tavola » disait-il en saisissant le bord de la table. « Bottiglia » en soulevant la bouteille. « Vino » Il se sentait embarrassé devant cet enfant, manquait de naturel. La crainte de ne pas s'en faire aimer le paralysait, la crainte également de ne pas l'aimer. Car il avait beau se répéter « c'est mon fils », il n'éprouvait toujours rien d'autre qu'une profonde hostilité envers les gens qu'il avait élevés. Jeannot n'avait jamais bu de vin. À Cressay, on se contentait de cidre, ou même de frénette, comme les paysans. Il en prit quelques gorgées. Il était habitué à l'omelette et au lait caillé, mais le chapon rôti avait un air de fête. Et puis, ce repas, pris au bord de la route, au milieu de l'après-midi, lui plaisait bien. Il n'avait pas peur. Et l'agrément de l'aventure lui faisait oublier de penser à sa mère. On lui avait dit qu'il la reverrait dans quelques jours. Paris, Sienne, tous ces noms n'évoquaient pour lui aucune idée précise de distance. Samedi prochain, il reviendrait au bord de la Maudre et pourrait déclarer à la fille du meunier et au garçon du charron « Moi, je suis siennois », sans avoir besoin de rien expliquer puisqu'ils en savaient encore moins que lui. La dernière bouchée avalée, les dagues essuyées sur un morceau de mie et remises à la ceinture, on remonta à cheval. Guccio souleva l'enfant et le posa devant lui, en travers de sa selle. Le gros repas et le vin surtout, dont il venait de goûter pour la première fois, avaient alourdi l'enfant. Avant une demi-lieue franchie, il s'endormit, indifférent aux secousses du trot. Rien n'est plus émouvant qu'un sommeil d'enfant, et surtout, dans le grand jour, à l'heure où les adultes veillent et agissent. Guccio maintenait en équilibre cette petite vie déjà pesante, cahotante, dodelinante, abandonnée. Instinctivement, il caressa du menton les cheveux blonds qui se nichaient contre lui, et il referma plus étroitement son bras, comme pour obliger cette tête ronde et ce gros sommeil à se coller plus étroitement à sa poitrine. Un parfum d'enfance montait du petit corps endormi, et brusquement Guccio se sentit père, et tout fier de l'être, et les larmes lui brouillèrent les yeux. « Gianno, mon Giannino », murmura-t-il en posant les lèvres sur les cheveux soyeux et tièdes. Il avait mis sa monture au pas et fait signe au sergent de ralentir aussi afin de ne pas réveiller l'enfant et de prolonger son propre bonheur. Qu'importait l'heure à laquelle on arriverait?
Demain, Giannino se réveillerait dans l'hôtel de la rue des Lombards, qui lui paraîtrait un palais. Des servantes l'entoureraient, le laveraient, l'habilleraient en seigneur, et une vie de conte de fées commencerait pour lui. Marie de Cressay replie sa robe inutile devant la servante muette et dépitée. La servante aussi rêve d'une autre existence où elle suivrait sa maîtresse, et il y a un peu de blâme dans son attitude. Mais Marie a cessé de trembler et ses yeux sont séchés. Sa décision est prise. Elle n'a plus que quelques jours à attendre, une semaine au plus, car ce matin, la surprise a provoqué de sa part une réponse absurde, un refus dément. Parce que, saisie de court, elle n'a pensé qu'au serment d'autrefois que Madame de Bouville, cette mauvaise femme, l'avait forcée de prononcer, et puis aux menaces, si vous revoyez ce jeune Lombard, il lui en coûtera la vie. Mais 2 rois se sont succédés, et personne n'a jamais parlé. Et Madame de Bouville est morte. D'ailleurs, est-il même conforme à la loi de Dieu, cet affreux serment? N'est-ce pas un péché que d'interdire à la créature humaine d'avouer à un confesseur ses troubles d'âme? Les religieuses elles-mêmes peuvent être relevées de leurs vœux. Et puis, nul n'a le droit de séparer l'épouse de l'époux. Cela non plus n'est pas chrétien. Et le comte de Bouville n'est pas évêque, et d'ailleurs, il n'est point aussi redoutable que l'était sa femme. Toutes ces choses, Marie aurait dû y penser ce matin, et savoir reconnaître aussi que sans Guccio, elle ne pouvait vivre, que sa place était auprès de lui, que Guccio, venant la chercher, rien au monde, ni les serments anciens, ni les secrets de la couronne, ni la crainte des hommes, ni le châtiment de Dieu, s'il devait survenir, ne l'empêcherait de le suivre. Elle ne mentira pas à Guccio, un homme qui au bout de 9 ans vous aime encore, qui n'a pas repris femme et revient vous chercher, est de cœur droit, loyal, pareil au chevalier qui franchit toutes les épreuves. Un tel homme peut partager un secret et en demeurer le gardien. Et l'on n'a pas le droit non plus de lui mentir, de lui laisser croire que son fils est vivant, qu'il le serre dans ses bras, alors que ce n'est pas vrai. Marie saura expliquer à Guccio que leur enfant, leur premier-né, car déjà cet enfant mort n'est plus dans sa pensée que leur premier-né, a été, par un enchaînement fatal, donné, échangé pour sauver la vie du vrai roi de France. Et elle demandera à Guccio de partager son serment. Et ils élèveront ensemble le petit Jean le Posthume, qui a régné les 5 premiers jours de sa vie, jusqu'au moment où les barons viendront le chercher pour lui rendre sa couronne. Et les autres enfants qu'ils auront seront un jour comme des frères pour le roi de France. Puisque tout peut arriver dans le mal, par les agencements incroyables du sort, pourquoi tout ne pourrait-il pas arriver dans le bien? Voilà ce que Marie expliquerait à Guccio dans quelques jours, la semaine prochaine, lorsqu'il ramènera Jeannot ainsi qu'il en est convenu avec les frères. Alors, le bonheur si longtemps différé pourra commencer, et si toute chose heureuse sur la terre doit être payée d'un poids égal de souffrance, alors ils auront l'un et l'autre payé par avance toute leur joie future. Guccio voudra-t-il s'installer à Cressay? Certes pas. À Paris, où le lieu serait trop dangereux pour le petit Jean. Il ne faudrait point tout de même aller braver de trop près le comte de Bouville. Ils iront en Italie. Guccio emmènera Marie dans ce pays dont elle ne connaît que les belles étoffes et l'habile travail des orfèvres. Comme elle l'aime, cette Italie, puisque c'est de là qu'est venu l'homme que Dieu lui destinait. Marie est déjà en voyage aux côtés de son époux retrouvé. Dans 1 semaine, elle a 1 semaine à attendre. Hélas, en amour, il ne suffit pas d'avoir les mêmes désirs. Faut-il encore les exprimer au même moment?